Nous en savons un peu plus sur l'accident survenu à Vélingara hier samedi après-midi et qui a enregistré 2 morts. Il s'agit d'une élève de la classe de 6e au collège Sarikoli et du chauffeur du bus qui transportait les élèves à l'équipe pédagogique. Le ministre de l'Éducation nationale s'est déplacé à Tambacounda et Vélingara. Le voici au micro de Mamadou Diouf. Nous avons formulé des prières pour que ces enfants-là que nous venons de voir, que Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une bonne santé, qu'ils reviennent à eux-mêmes et très vite. Et nous sommes en même temps rassurés par les informations que nous avons reçues des médecins, que nous félicitons au passage pour les soins apportés, l'attention apportée à ces enfants et la mobilisation de tout le personnel. Et cela a permis de sauver des vies, de rassurer aussi surtout des parents. Et très sincèrement, au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement du Sénégal, nous disons merci donc à ce personnel-là. Mais aussi en même temps, c'est l'occasion pour nous de présenter nos condoléances aux familles endeuillées, le chauffeur, mais aussi l'enfant que nous avons perdu. Indignation, désolation, parce que c'est encore la négligence de nos concitoyens, l'irresponsabilité de nos concitoyens sur les routes. Beaucoup de dégâts et c'est comme si on n'arrivait pas à comprendre que nous devons être plus responsables. Donc un appel solennel à plus de responsabilité, plus de civisme, des comportements respectueux, des rapports repensés par rapport à notre environnement, plus d'hygiène, plus de sécurité, plus de prudence, plus de soins. Et c'est ce que nous demandons. Nous restons dans ce registre éducatif pour parler cette fois-ci de l'UFR, l'unité de formation et de recherche de Bombay, qui crie au secours. La fermeture du seul laboratoire d'analyse et de recherche a été fermée. Nous écoutons à ce propos le professeur Nongo Issassamb plutôt au micro de Babacar Diouf et de Nongo Ndiaye. L'appel est du professeur Issassamb, directeur de l'UFR SATIC de l'Université Alioune Diop de Bombay. Il faut un plan Marshall pour le département de chimie. Aujourd'hui, à l'état où on parle, on n'a pas de salle de labo digne de son nom. À l'état où on parle, on n'a pas d'espace pédagogique. À l'état où on parle, on a toutes les difficultés en termes de bureau au niveau du département de chimie. Et je dis même, allant même du département de physique, TIC, tout ça, le forum de Bombay, on dit au secours, il nous faut un plan Marshall. L'Université de Bombay a besoin d'un appui en termes d'infrastructure. Parce qu'on a tous les potentiels innovants qu'on a, mais malheureusement, on reste toujours en bas de l'échelle par rapport au manque d'infrastructure, au manque de salles de classe, au manque de laboratoires. Il y a des laboratoires qui datent de 2015 jusqu'à présent ne sont pas réceptionnés. Au même moment, le département de chimie, je vous parle, n'a qu'une seule salle. Parce que le bâtiment B où abrite les salles est fermé par mesure de sécurité. Malgré les maigres et rares moyens à leur disposition, ils font des résultats dans la recherche et l'innovation. Présentant sur la fabrication des hydrocarbures, ce qui nous permet non seulement de veiller sur l'expertise que le Sénégal a sur la conception de la fabrication des hydrocarbures, mais aussi avec l'arrivée du pétrole, mais aussi surtout sur les normes qu'on doit respecter en termes de l'environnement. Avec les nouvelles découvertes dans le sous-sol sénégalais, les chercheurs ont besoin de plus de moyens pour permettre une bonne gestion des produits du secteur extractif. Encore des remous sur le pacte de stabilité sociale signé le 1er mai 2025. Après le rejet de ce document par le syndicat des travailleurs de la justice, c'est au tour des enseignants du syndicat autonome pour le développement de l'éducation. Ils comptent aller en grève si l'État ne revoit pas le statut des enseignants décisionnaires et aussi d'amener l'âge de la retraite à 65 ans. Voici Mbaye Sarr, un des leurs, au micro de Cheikh Anta Diop et Seylatir. Question relative justement à la situation des enseignants décisionnaires, cette question lancinante, prégnante, pour laquelle nous sommes toujours en lutte pour que le gouvernement règle cette question. On nous a promis la signature de 2 décrets, le décret 74-347 du 12 avril 1974 et le décret 2006-392 du 27 avril 2006, relatif justement au statut de ces enseignants décisionnaires-là. Mais jusque-là, rien. Nous avions même espéré qu'avant le 1er mai, on aurait ces décrets-là. Mais jusqu'à présent, rien de tout cela. Le gouvernement fait bouche bée, nous sommes dans l'expectative. Et nous ne pouvons pas regarder les enseignants décisionnaires continuer à juger dans cette situation délicate et d'aller à la retraite
pour tomber dans la déchéance morale. Nous avons également mis l'accent sur la retraite des enseignants à 65 ans. C'est une question nodale, une question capitale, à la limite une question d'intérêt vital. Comme vous le savez tous, il y a un déficit criard d'enseignants, pénurie d'enseignants qu'il y a dans notre pays. L'État du Sénégal peine à recruter d'enseignants. Chaque année, des milliers d'enseignants partent à la retraite. D'autres décèdent malheureusement et ne sont jamais remplacés. Voilà pourquoi nous préconisons une solution palliative de prolonger le séjour de ces enseignants-là à l'école pour permettre au système éducatif d'en gagner. En prolongeant l'âge de retraite des enseignants à 65 ans, voilà pourquoi nous mettons l'accent sur ces deux questions-là. Du fait que ces deux questions, nous ne les avons pas vues dans ce pacte matérialisé par le gouvernement, nous disons que ce pacte ne nous engage pas. Et comme nous avons déposé un préavis de grève, mais si les camarades nous donnent l'occasion et nous demandent d'aller en action, mais il est évident que nous irons en action. Nous vous le disions en titre, ils sont 5 ministres mis en accusation devant la Haute Cour de justice. Les députés sont convoqués ce jeudi 8 mai pour examiner le projet de résolution. À l'issue de ce vote, la Cour va notifier les charges aux concernés et prononcer leur inculpation, selon Maître Amadou Alikane, interpellé par la télévision Futur Média sur ce dossier judiciaire. Plus de détails avec Ahmadou Al-Hassanba et Yaya Diallo. 5 anciens ministres visés et accusés de détournement présumé de deniers publics dans le cadre des fonds Force Covid-19. Le jeudi 8 mai, l'Assemblée nationale va examiner les projets de résolution de leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Comment cela va se passer? Explication. Pour les mettre en accusation, il faut une résolution de l'Assemblée nationale votée au 3/5 des membres. La résolution précise les faits, elle les qualifie, elle est soumise au vote et si elle est votée, donc, ils sont mis en accusation. Après le vote de la mise en accusation, la résolution est transmise au premier président de la Cour suprême, qui est le président de la Haute Cour de justice, au procureur général près la Cour suprême, qui assure le ministère public auprès de la Haute Cour de justice. Et à son tour, le procureur général transmet la résolution au président de la commission d'instruction de la Haute Cour. Alors c'est à partir de ce moment que la commission d'instruction peut convoquer les personnes mises en accusation. Ainsi, la Cour va notifier les charges aux concernés et prononcer leur inculpation. Et elle peut décerner tout mandat, peut placer sous mandat de dépôt ou bien prononcer toute autre mesure, soit le contrôle judiciaire ou toute autre mesure. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que les décisions de la commission d'instruction ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. De la même façon également que les décisions de la Haute Cour de justice également ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. C'est la raison pour laquelle également les décisions risquent de connaître le même sort que les décisions de l'ancienne Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ce sont des décisions qui risquent de ne pas être reconnues à l'étranger. Pour l'ancien parlementaire, l'Assemblée nationale a jusque-là respecté toutes les procédures. L'Assemblée nationale ne peut pas prendre des initiatives concernant la mise en accusation. C'est la justice qui l'initie et l'Assemblée nationale l'exécute. Ou sinon des initiatives dans le cadre de la haute trahison. Mais là aussi, il faut que l'on définisse ce qu'est la haute trahison. Mais un député ne peut pas initier cette procédure. C'est pourquoi l'initiative du député Guy Marius Sagna n'a pas encore connu de suite. Il ajoute qu'il s'agit d'une reddition des comptes et non d'un règlement de compte. Cheikh Abdou Mbacké encourage la justice à faire toute la lumière dans la gestion des fonds Force Covid-19. Pour tous ceux qui parlent de règlement de compte, je leur dis qu'ils se trompent lourdement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années concernant la gestion des deniers publics et c'est pourquoi j'encourage le régime qui a initié la reddition des comptes et s'il faut tout un mandat pour faire toute la lumière, il faut le faire. À retenir que 16 députés font partie de la Haute Cour de justice, 8 titulaires et 8 suppléants. Toutefois, ils ne participeront pas au vote de la résolution de mise en accusation. Le PASTEF, parti au pouvoir, évalue le financement des groupements de promotion féminine. Un bilan satisfaisant selon le directeur du Fonds de solidarité nationale, Mamadou Ndaw, d'ajouter que la reddition des comptes par l'État est tout à fait normale dans un état de droit. Écoutons-le. Le voici au micro de Moustapha Ndiaye et de Sidi Cham. Le travail décent pour chaque jeune est une priorité du chef de l'État. Lors de la 4e conférence sur l'emploi et l'employabilité, il a réaffirmé cet engagement, suscitant une réaction enthousiaste de la jeunesse patriotique de Linguère. C'est à l'ordre du jour, pratiquement à chaque conseil des ministres. C'est pour juste montrer que le gouvernement est engagé à accompagner les jeunes et engagé également à mettre le développement du Sénégal sur cette jeunesse-là.
cette jeunesse consciente et cette jeunesse également qui est prête à accompagner ce gouvernement pour réussir. Dans ce département aux vastes opportunités, notamment dans l'agriculture et l'élevage, les jeunes voient un avenir prometteur. Le coordinateur de la jeunesse patriotique souligne ses atouts et insiste sur l'importance d'un soutien adapté. Donc nous pouvons citer aujourd'hui des formations dans tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage et la modernisation même des fermes pour pouvoir aider ces jeunes-là à faire des activités, à produire et qui fera également vivre le marché. Il faudra juste formaliser ces idées-là, formaliser cette procédure pour appuyer les jeunes qui ont des projets à pouvoir vraiment les réaliser. Il plaide en faveur de mesures concrètes, un financement renforcé, des jeunes porteurs de projets, la revitalisation des vallées fossiles et une modernisation du secteur de l'élevage. Autant d'initiatives qui, selon lui, permettront de transformer les ambitions en réalité durable. Parce que nous avons vu qu'il y a le financement des femmes qui est en cours, également d'intensifier ces actions-là pour pouvoir permettre à chaque jeune, quelle que soit sa localité au niveau du Sénégal, de pouvoir avoir accès à ces types de financement. Je dirais la reprise même des vallées fossiles au niveau du département de Linguère, c'est déjà dans le programme, dans le pôle Ferlo. Donc je pense que l'État est déjà dedans et nous pensons que si c'est déjà ficelé, si c'est finalisé, chaque jeune pourra aujourd'hui se baser dans la zone, dans le département de Linguère, faire du maraîchage à grande échelle. Face à une montée fulgurante du chômage ces dernières années, la jeunesse patriotique de Linguère reste résolument optimiste, prête à accompagner le chef de l'État dans la lutte contre ce défi majeur. Elle aspire à voir ses engagements se traduire rapidement en actions concrètes. Une note de santé à présent, plus de 30 000 cas de cataracte sont enregistrés au Sénégal chaque année, suffisant pour inverser la tendance selon les acteurs du secteur. L'association Al-Irsan et l'association Coïtienne pour l'action humanitaire en collaboration avec le ministère de la Santé ont organisé un camp de chirurgie. Ce week-end, 130 cas ont été opérés à Pikine. Nous écoutons Dr Badian et Dr Ousmane Sissé. Ils sont au micro de Habib Faye. Il avait commencé il y a 3 mois en arrière. Et ce processus avait débuté avec la Direction générale de la santé, essentiellement, mais aussi des bonnes volontés de Pikine. Notamment un groupe qui se dénomme les Amis du professeur Ousmane Sissé. Et on a pu consulter au cours de ces 3 mois 1000 sujets. Et c'est de là qu'on a pu détecter 313 patients ayant besoin de chirurgie de cataracte. Pour rappel, la cataracte est la première cause de cystite au Sénégal. Et chaque année, nous dénombrons à peu près plus de 30 000 à 35 000 cas de cataracte. Et il y a des cas qui sont pris en routine dans les services, mais il y a des actions qui sont menées habituellement pour prendre en charge les cas qui n'ont pas eu accès souvent à ces soins-là. Et c'est à travers ces campagnes de ce genre, de chirurgie de la cataracte, qu'on enrôle ces personnes-là. Prétexte pour lequel nous sommes là à Pékin depuis 48 heures pour essayer de prendre en charge ces patients qui avaient été vus ici et diagnostiqués et qui atteindent une prise en charge chirurgicale de la cataracte. Donc nous sommes au 2e jour et l'objectif est d'atteindre 130 personnes. Les causes, c'est-à-dire les étiologies, c'est habituellement l'âge qui est à l'origine, c'est-à-dire c'est dû à la sénilité. Et quand la personne atteint l'âge de 50, 55 ans, voire 60, il y a la survenue de la cataracte. Et la cataracte peut évoluer jusqu'à être mature et on en verra. Et certaines personnes vivront très longtemps sans avoir à atteindre l'âge de la maturité de la cataracte. Pour renforcer le secteur privé, l'Union des chambres de commerce du Sénégal va collaborer avec l'UNACOIS Yessal. Le duo se dit inspiré par la vision du chef de l'État de développer le secteur privé. Compte rendu Ousmane Dem Thierno Diallo. La chambre de commerce de Kaolack et l'UNACOIS Yessal, c'est une longue histoire. Cette étape de Kaolack en est une parfaite illustration. suñu tànku tey fii ci Kaolack ku ne xam na forum bi ñuy def Casamance. Notre escale ici à Kaolack est très significative. C'est un prélude au forum Baïdoundé qui doit se tenir à Ziguinchor, regroupant tous les pays frères du Sénégal, que nous sommes venus rendre visite à Serigne Mboup à la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack dont il est le président. Serigne Mboup est également l'un des membres fondateurs et président d'honneur de l'UNACOIS Yessal.
maanaam moom mooy père fondateur de l'UNACOIS Yessal wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. Magnifiant le travail de l'UNACOIS Yessal, Serigne Mboup, le président de la Chambre de commerce de Kaolack, a pris l'engagement de collaborer avec cette organisation. Bon, aujourd'hui, je reçois le président de l'UNACOIS Yessal en tant que président de l'Union nationale des chambres de commerce et de l'encourager dans sa nouvelle dynamique de territorialisation de l'économie. Et donc aujourd'hui, s'il est en train de organiser un séminaire dont il a eu l'appui du président de la République, qui l'a donné de logistique nécessaire, et le premier ministre et l'ensemble des ministres seront là-bas. C'est ça l'exemple du secteur privé. Le secteur privé ne peut pas se limiter à rester dans un bureau à Dakar et de dire que je représente le secteur privé. L'UNACOIS Yessal se réjouit de la volonté de l'État de mieux accompagner le secteur privé. La caravane nationale de l'agroécologie entame sa 3e édition ce lundi 5 mai. 23 localités du Sénégal sont ciblées pour sensibiliser sur un modèle agricole durable. Le renforcement de financement est vivement sollicité. Voici Youssou Diop, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Il est au micro de Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. L'occasion du lancement officiel de la caravane nationale d'ITAES 2025. Depuis 2019, cette initiative citoyenne exemplaire incarne une démarche participative, territorialisée et inclusive au service de la transformation agroécologique de notre pays. Elle s'est imposée comme un espace d'écoute, comme on l'a dit tantôt, de dialogue et de valorisation des solutions locales portées par les producteurs dans les territoires, mais également les communautés qui sont en milieu rural. Mais c'est également un espace d'apprentissage mutuel et de renforcement entre acteurs qui permet d'aller vers une agriculture utilisant des pratiques qui soient vraiment durables. La caravane d'ITAES est aussi un moment de mobilisation nationale, mais également un levier de sensibilisation sur les enjeux agroécologiques. Elle permet de mettre en lumière les initiatives innovantes, les coopératives dynamiques, les femmes et les jeunes engagés et les territoires qui font déjà la preuve qu'une agriculture durable, productive et inclusive est possible. Au nom de M. le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, mais également au nom du ministre de l'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, je déclare officiellement lancer la caravane nationale d'ITAES 2025. Et nous parlons de ce manque criard d'électricité à Saré Alpha qui entraîne beaucoup de désagréments, notamment le manque d'eau potable, le vol de bétail et le banditisme. Ces populations dans le département de Bounkiling crient au secours, comme nous l'expliquent Bakary Konté et Khali Djemé. Les populations de Saré Alpha sont dans l'obscurité. Ce manque d'électricité a favorisé le vol de bétail, le banditisme frontalier, entre autres. Nous souffrons énormément, nous souffrons de différents aspects. Premièrement, de l'électricité. Vous voyez les poteaux courants qui sont là et qui sont dépourvus de fil. Le projet est en arrêt en ce moment-là. Et nous souhaitons vraiment que le gouvernement, que toutes les autorités politiques nous aident. Si cette question a été réglée, vous voyez, avec l'électricité, nous avons diverses opportunités à accomplir. Comme par exemple, les femmes sont là, en particulier elles aussi. Elles ont besoin de machines de moulins pour moudre les milles et autres. Il y a aussi des hommes de métier qui sont là. Les mécaniciens, les électriciens, les tailleurs. Oui, en particulier aussi ils veulent travailler, mais nous n'avons pas l'occasion parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de sécurité. Les voleurs sont là, ils peuvent faufiler tout doucement dans l'obscurité et prendre tout ce que l'on a, comme les bœufs, les chèvres, les moutons et autres. Autre problème, le manque d'eau. Les puits dépassent les 40 mètres. Le village compte plusieurs maisons, il n'y a pas d'eau. Les puits, nous avons 4 puits et toutes les 4 puits
mesure environ le plus petit mesure 40 mètres. Vous voyez, pour ressortir de l'eau dans ces 40 mètres, ça demande énormément d'énergie. Le forage, une fois ici, nous allons boire, nous allons cultiver nos légumes. Les populations de Saré Alpha sur la RN4 dans la commune de Faoun demandent au président Bassirou Diomaye Faye de leur venir en aide dans les plus brefs délais. Elles se sont exprimées en marge de la conférence islamique du village. Risque de confrontation au marché Koloban à Dakar. Le comité de gestion dit non à des commerçants qui squattent le parking avec des produits périmés. La mairie et la police sont saisis et le comité refuse de payer les taxes municipales tant que le problème n'est pas résolu. Suivant les explications de Mamor, un des leurs, au micro de Dissa Prera. Ils ont installé dans ce marché, dans cette parking. Eux, ils ont fait des provocations pour essayer de nous intimider. Ils devraient avoir une bagarre. Pour les autorités étatiques disent à Koloban, il y a des problèmes. Or, vous êtes des journalistes, vous avez vu, à Koloban, il n'y a aucun problème. Les terres sont en train de coudre leurs habits pour les fêtes qui viennent, parce qu'il y a la communauté étrangère qui vient chaque année vers le Ramadan ou bien la fête de la Tabaski. Donc, ces gosses-là, ils ont fait toute une manipulation, surtout une manipulation politique. Et ça, c'est dangereux. Il faut que les autorités ouvrent leurs yeux pour savoir que ces gosses-là sont très dangereux. Parce qu'hier, ils ont insulté tous les membres du comité. Mais on a dit à les gosses, il faut les laisser parler. Le délégué d'ordre centre commercial, il pouvait faire ce qu'il veut. Ça, c'est la responsabilité du maire. Mais au niveau de ce centre-là, on ne va pas accepter ça. Eux, ils disent que ils vont travailler là-bas. Mais nous serons face avec eux. Il faut que les autorités étatiques comprennent ça. Nous serons face avec eux. Ils ne vont pas plus vendre ici dans cette parking. Ça, nous avons parlé avec le maire. Il nous a amené des éléments. Les éléments sont dans le parking. Donc c'est sûr et certain. Ces gens-là, ils pouvaient aller là où ils veulent. Ils ne vont pas revendre ici. Ça, c'est formé. Cap sur Saint-Louis où nous ouvrons une fenêtre sur la situation précaire des femmes de Rosso, Sénégal. Elles disent ne plus vouloir partir en Mauritanie dans le cadre de leur business devenu improductif. Elles réclament des financements face à leurs lourdes charges au foyer. Plus de détails, Ousseynou Diop, Habib Seck. Les femmes du Wallo veulent plus de financement et demandent le soutien de l'État du Sénégal. Elles ont fait le plaidoyer lors du festival organisé à Rosso, Sénégal. Nous voulons être autonomes, c'est pourquoi nous organisons ces différentes activités. Nous demandons à l'État du Sénégal d'accompagner les femmes du Wallo. On veut travailler pour gérer nos familles. Ces différentes organisations féminines viennent de plusieurs villages de la commune de Rosso, Sénégal. Elles ont étalé leurs difficultés liées au manque de financement. Aujourd'hui, beaucoup vont en Mauritanie pour travailler malgré la conjoncture. Nous sommes désespérés parce que nous n'avons jamais reçu de financement. Et si l'État nous aide, les femmes ne vont plus aller en Mauritanie pour travailler. Elles sont là parce que, tout simplement, elles ne sont pas soutenues. Les braves dames de Rosso Sénégal vendent du lait, du sucre ou d'autres produits de première nécessité pour subvenir à leurs besoins. Les initiateurs du festival souhaitent qu'elles soient accompagnées. Sur 100 femmes, les 90 gèrent les dépenses quotidiennes des maisons. Elles sont braves. Elles quittent leur maison à 6 h du matin pour aller en Mauritanie. Mais elles manquent de soutien. Dans le Wallo, beaucoup de femmes travaillent dans la transformation des produits agricoles. Toutefois, plusieurs organisations de femmes n'ont pas reçu de financement. Dakar 2025, la cérémonie officielle est présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko ce dimanche à Médina Gounass. Il porte la voix du président Diomaye Faye. Il promet de soutenir l'organisation. Le voici au micro d'Ahmadouba. Président Nena, ma feddali serigne bi coloré gi nga xamné fasante nako ak mom fasante nako ak dëkk bi fasante nako ak njaboot gi président nee na ma dalal sëriñ bi ni lépp loo xam ne état war
Voilà, le Khalif Thierno Ahmadou Tidiane Ba, pour sa part, a salué la posture des différents services de l'État pour la réussite de Dakar. La clôture est prévue ce lundi 5 mai après 10 jours de retraite spirituelle. À présent, la page sportive que nous démarrons par le beach soccer au terme d'une rencontre disputée où ils auront souffert entre la première et le début de la seconde période. Les Lions ont battu Tahiti 6-0 lors de la deuxième journée de phase de groupe de la Coupe du Monde ce dimanche. Le Sénégal file en quart de finale avant son dernier match de poule face au Chili mardi avec leur deuxième victoire. En attendant autant de matchs pour leur deuxième participation dans la compétition, les Lions vont continuer leur aventure aux Seychelles. L'équipe d'Oumar Ngalla Sylla jouera son dernier match de la phase de groupe face au Chili ce 6 mai. Ngalla Sylla que nous écoutons. Remercier les gosses, ils ont bien joué aujourd'hui. C'est pas évident un peu choquant quand on te mène 3-1 et après tu reviens à 5, à 6-3. Donc ça montre que physiquement on est bien, mentalement on est là. C'est bien vrai, on a mal débuté le début du match. On a passé à côté de notre début de match. Ça aussi, il faut le comprendre sur plusieurs angles. Parce que les gosses avaient trop de confiance. Et la Tahiti aussi avait envie de revenir parce que défaite égale synonyme d'élimination. Donc devant la Tahiti, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'ai toujours confiance en mes joueurs. Et alhamdoulilah, je les félicite encore. Et je réitère ma confiance envers mes joueurs. En tout cas, ils ont fait un match héroïque. Et ça montre que le Sénégal, c'est pas n'importe qui dans ce tournoi. Coup de sifflet final à Dakar Arena, l'US Monastir s'impose 75-68 face à l'AS Ville de Dakar. Malgré le soutien d'un public exceptionnel, les Sénégalais quittent le BAL 2025 aux portes des playoffs. Cruelle désillusion pour les représentants du pays hôte. Nous écoutons Maktar Gueye, un des joueurs de l'AS Ville Dakar. C'est la première fois pour moi de ne pas participer aux playoffs. Tu vois, donc je suis très déçu. Et ça faisait part de mes objectifs personnels et aussi pour l'équipe, tu vois. Et vraiment, je voulais que l'AS Ville de Dakar se qualifie vraiment. Le au Sénégal, tu vois. Alors, présence de taille à Dakar Arena, il s'agit de Pape Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale de football. Il est dans les tribunes pour soutenir l'AS Ville Dakar. Il salue la ferveur du public. C'est beau de voir autant de monde pousser une équipe sénégalaise. Le peuple est là. Nous écoutons Pape Thiaw. L'élément de Pape Thiaw n'est pas en place. Nous poursuivons toujours sur l'actualité sportive avec la finale de la Coupe du maire de Sédhiou qui a été jouée hier au stade municipal de Sédhiou et remportée par l'ASC Silinka après la construction de la tribune de l'installation du gazon synthétique. Nous écoutons Mam Ali Diallo, il est le 4e adjoint au maire. 2024-2025 pour la Coupe du maire, mais encourager également l'ASC Jules Kounda. Nous sommes dans de très bonnes dispositions pour répondre favorablement à ces deux préoccupations de la jeunesse de Sédhiou, à savoir la clôture du stade de Sédhiou. Nous l'avons inscrit dans nos lignes budgétaires pour 110 millions pour cette année. Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, nous allons en tout cas démarrer ces travaux-là. De même que, en tout cas, nous avons budgétisé pour les projecteurs à 70 millions. Inch'Allah, dès que les fonds seront disponibles, nous allons lancer le marché et démarrer les travaux. Donc je voudrais profiter de cette occasion également pour remercier l'ensemble des membres du bureau municipal, du conseil municipal, donc qui ont bien effectué le déplacement pour assister à cette belle finale. Mais féliciter, surtout remercier notre invité de marque, n'est-ce pas, le maire de Marsassoum qui a répondu favorablement à cette invitation, sans oublier en tout cas les autres collègues membres du bureau municipal, à savoir le 2e adjoint au maire, la 3e adjointe au maire, mais également notre tata qui nous a accompagnés, qui est également l'honorable conseiller municipal Adja Ndeye Doumbouya. Donc c'est l'occasion pour moi également de remercier le maire Abdoulaye Diop qui n'a pas hésité, en tout cas un moment, de mettre dans de très bonnes conditions, n'est-ce pas, les finalistes.
Une nouvelle infrastructure sportive à Yoff, un terrain de basketball construit à la cité Djily Mbaye par la Ligue de basket africaine dans le but de promouvoir la discipline dans la commune. Une infrastructure sera un outil remarquable pour la renaissance sportive de basket de Yoff qui affûte ses armes pour les compétitions à venir. Écoutons à ce propos Seydina Issa Laye Samb, le maire de Yoff, au micro de Modou Fall. Il s'agit de l'inauguration du terrain de basket de la cité Djily Mbaye, infrastructure sportive de dernière génération offerte par la Ligue de basket africaine en partenariat avec la ville de Dakar et les populations de la cité Djily Mbaye qui ont bien voulu mettre à disposition l'assiette foncière. Donc c'est un espace qui sera un outil, un joyau pour permettre à la jeunesse de pratiquer le basket, entre autres sports, et aussi permettra à la renaissance sportive de basket de Yoff, qui est en Ligue 1, d'avoir un outil à sa disposition pour améliorer ses performances. Donc côté gestion, nous allons y aller avec les populations, avec l'ASC locale, afin que la gestion soit participative et inclusive. Parce qu'au Sénégal, nous savons construire, mais c'est l'entretien qui pose parfois problème. Mais cette fois-ci, la mairie a pris les devants pour que ce site-là soit géré d'une manière participative et inclusive afin de le préserver au maximum. Donc nous remercions vivement la mairie de Dakar, la Ligue de basket africaine, vraiment pour cet investissement de qualité qui a été fait au niveau de Yoff. Et pour clore ce journal, cette nouvelle brève des passagers de la compagnie Air Sénégal sont bloqués à l'aéroport international Blaise Diagne depuis 7h30 ce matin. Jusqu'au moment où nous vous parlons, ils étaient en partance pour Abidjan, mais Air Sénégal peine à les transporter. Ils crient le ras-le-bol et interpellent les autorités en prenant témoin l'opinion publique. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi avec la réalisation de Habib Faye. Au régie, il y avait Vieux Diouf, Daouda Gueye et Pape Maguette Diakhaté. Merci de nous avoir suivis et restez avec les programmes de la télévision Leader. Au revoir.